Bonjour à tous, nous sommes deux élèves de Terminale SI venant du lycée René Cassin à Tarare. Notre groupe se compose de Tancred ici présent, de moi-même Valentin. Pour trouver comment orienter notre projet, nous nous sommes d'abord intéressés aux différents moyens de conversion d'énergie. Après quelques recherches, il s'est trouvé que le moteur Stirling, assez méconnu du grand public, était une solution originale et intéressante. Motivés, nous avons donc entrepris de construire notre propre maquette et de conduire notre projet autour de la problématique suivante. Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur Stirling et comment le réaliser? Suite à nos recherches, nous avons trouvé qu'il existait trois types de moteurs Stirling. Le type alpha, le type bêta et enfin le type gamma. Mais avant de se lancer dans la réalisation, il faut bien comprendre le fonctionnement de ce moteur. Voici la représentation très schématique d'un moteur Stirling de type gamma. Pour l'instant, on va juste s'intéresser à la partie avec le piston moteur. Dans le cycle du moteur, on distingue 4 phases théoriques qui permettent d'obtenir le mouvement de translation qui sera ensuite converti en mouvement de rotation. La première phase est un chauffage isochore, c'est-à-dire à volume constant. L'air se réchauffe et on passe ensuite à la deuxième phase qui est la détente isotherme, c'est-à-dire à température constante. Ainsi, le chauffage de l'air a créé une détente, ce qui pousse le piston. Et ensuite la troisième phase, sous le même principe que la première, qui est le refroidissement isochore. Puis pour finir, la dernière phase, sous le même principe que la deuxième, est appelée compression isotherme. Le cycle peut ensuite reprendre du début, et on voit donc une répétition. Reprenons maintenant la vue générale de ce moteur. On reconnaît la partie du piston à gauche qu'on vient d'étudier, mais maintenant on va chercher à comprendre d'où viennent ces phases. Premièrement, on distingue une zone de chauffe et une zone de refroidissement sur la partie principale que l'on appellera conteneur. La grosse pièce au centre du conteneur est appelée déplaceur. Son rôle est très important car il permet de déplacer l'air dans la zone de chauffe ou dans la zone de refroidissement. C'est cette pièce qui permet d'alterner nos phases. Le déplaceur est directement relié à la manivelle du moteur. Ainsi, il va se déplacer par rapport au piston puisque c'est lui qui entraîne la manivelle. Maintenant, imaginons que l'on chauffe l'air. On va retrouver notre phase de chauffage isochore et donc de descente isotherme. Le piston va en conséquent entraîner la manivelle, mais le déplaceur y est relié, donc il va descendre. Ainsi, ce mouvement du déplaceur va déplacer l'air dans la partie froide. L'air étant désormais dans la partie froide, on va observer nos phases de refroidissement isochore et de compression isotherme. Le piston sera ensuite de nouveau dans sa position initiale, ce qui va pousser le déplaceur à ramener l'air dans la partie chaude. Le cycle se répète donc à nouveau. D'où l'importance capitale du déplaceur, qu'on peut considérer comme un piston non hermétique, et il est essentiel qu'il ne le soit pas, sinon on ne pourrait pas déplacer l'air. Ayant bien compris la théorie autour de ce moteur, nous avons pu passer à la pratique. Notre choix s'est porté premièrement sur un moteur de type bêta, car plus facile à réaliser avec les matériaux de récupération qui étaient à notre disposition. Cette maquette est totalement expérimentale et nous a permis de nous faire une première approche de ce qu'est un vrai moteur Stirling. Pour que le cycle puisse correctement fonctionner, les mouvements du déplaceur et du piston doivent être déphasés de 90 degrés. Ainsi, le piston est en retard d'un quart de période par rapport au déplaceur. Pour cela, nous avons relevé dans le temps l'évolution de la pression interne de notre moteur en fonctionnement. La courbe suivante est représentative de la pression en hectopascal sur 2 secondes lorsque le moteur a atteint une vitesse nominale constante. Nous souhaitons maintenant nous intéresser à la position de la manivelle. Nous avons opté pour une acquisition logique de la position. Sur le volant d'inertie sont fixées des languettes qui viennent couper un rayon laser orienté vers une cellule photovoltaïque. Après traitement de la tension relevée, durant le fonctionnement du moteur, la courbe suivante met en valeur, sans souci d'échelle, les moments précis où une languette coupe le faisceau. Nous avons fixé 8 languettes équidistantes, dont une plus grosse, pour pouvoir observer une variation de l'intensité des chutes de tension, toutes les 8 languettes. Ainsi, nous sommes capables de repérer le début d'un cycle, comme le montre la courbe suivante. En fonction de ces relevés, nous sommes à même de tracer la courbe sinusoïdale représentant la position du déplaceur dans le temps. Ici, toujours représentée sans souci d'échelle. On constate que la position du déplaceur respecte bien le décalage d'un quart de période avec la pression relevée. Connaissant la position du déplaceur, et ainsi du piston à 90 degrés près, nous sommes à même de connaître le volume durant le fonctionnement du moteur. Ainsi, en admettant que la canette ait un volume initial de 423 mm3 et dont le volume maximal atteignable par la dilatation de la membrane soit de maximum 10%, nous pouvons tracer le diagramme PV en fonction de la pression et du volume.